Et pour commencer, Benjamin Magou va nous faire part d'une présentation de vous-même, donc journaliste, polémiste, homme politique. Qu'êtes-vous donc, Jean-François Kahn? Benjamin Magou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Kahn, bonsoir. Vous, le polémiqueur utile, l'agitateur d'idées et l'auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages, vous êtes passé en quelque sorte de la théorie à la pratique dans le domaine politique, en passant de la profession de journaliste au métier de politicien à part entière. Mais tentons d'abord de résumer ce parcours si atypique. Né le 12 juin 1938 à Viroflay, dans les Yvelines, vous êtes le frère aîné du célèbre généticien Axel Kahn et du chimiste Olivier Kahn. Licencié en histoire, vous vous tournez rapidement vers le journalisme après avoir travaillé dans un centre de tri postal et comme manœuvre dans une imprimerie. Témoin précieux de la guerre d'Algérie, relais des médias parisiens, vous devenez par la suite correspondant pour Paris Presse, envoyé spécial permanent pour Le Monde en Afrique du Nord, puis reporter à l'Express où vous meniez l'enquête journalistique qui aboutit à la révélation de l'affaire Ben Barka. Vous avez été également l'ancien directeur de l'événement du jeudi et en 1997, vous fondez et dirigez le journal satirique et polémiste Marianne. En outre, vos prises de position sont publiquement affichées. Vous dénoncez le libéralisme des années 90, les interventions militaires en Serbie en 1999, puis en Irak en 2003. Les dernières sont encore plus controversées, puisque vous prenez position pour le oui au projet de constitution européenne en 2005, tout en dénonçant la prise de position de presque toute la presse pour le oui. Mais c'est durant la dernière élection présidentielle que votre voix se fait encore plus entendre, puisqu'en 2007, vous soutenez par défaut la candidature de François Bayrou à l'élection présidentielle, tout en prenant clairement position contre Nicolas Sarkozy, notamment avec la publication d'un numéro de Marianne titré « Le vrai Sarkozy », dans lequel vous revenez sur le candidat, sa carrière, ainsi que sur les coulisses de sa campagne et les circonstances ayant précédé sa prise de pouvoir au sein de l'UMP, et ce, à une semaine du premier tour. Le véritable tournant a lieu durant l'université d'été du MoDem en juillet 2008, où vous annoncez votre intention de vous présenter aux élections européennes en tant que tête de liste dans la région Grand Est. Cependant, votre score de 9,43% est bien en deçà de vos attentes, et bien que vous soyez élu au Parlement européen, vous renoncez à ce mandat au profit de la députée sortante, Nathalie Griesbeck, car n'ayant pu obtenir au moins 2 sièges d'élus, et ce conformément à vos promesses de campagne. Sonné par ces résultats, et le fameux débat opposant Daniel Cohn-Bendit et François Bayrou, que vous qualifierez de douche de plomb, vous annoncez la création d'un club de réflexion, nommé CREA, et commencez à prendre vos distances avec le parti. Mais n'y avait-il pas à la base une contradiction interne dans votre démarche, Monsieur Kahn? Vous qui vous décrivez comme un modéré, refusant ainsi toute forme d'excès et d'oppression sociale, vous dénoncez de fait l'hyper-égo-présidence de Nicolas Sarkozy, et pourtant rejoignez François Bayrou, dont la seule vocation n'est autre que de devenir lui-même président. Vous qui souhaitiez travailler sur un projet pour la France, avez mené une campagne pour une ambition présidentielle durant ces élections européennes. Une phrase tirée de votre livre paru en 2006, Les Pulocrates, semble convenir aux leaders centristes, comme faisant partie de ceux qui poussent l'adulation quasi mystique de son propre ego jusqu'à déchiqueter avec la plus sadique cruauté tous ceux, fussent-ils ses amis politiques, qui rechignent à lui vouer le même culte. À croire que le centre des idées ne coïncide pas avec le centre politique, vous prenez vos distances avec lui. Mais alors qu'en est-il de Jean-François Kahn, de son combat politique et des valeurs républicaines qu'il défend? La révolution centristo-humaniste aura-t-elle lieu un jour? Je laisse le soin à nos commentateurs de ce soir, Basile Leparmentier et Tienne Fang, le soin d'en discuter avec vous. Vous avez bien entendu un droit de réponse par rapport à cette présentation sur le rapport avec François Bayrou et Nicolas Sarkozy. Sont-ils proches? Sur les rapports avec... Au niveau, je dirais du sur style. les rapports avec Nicolas Sarkozy, je n'ai rien à dire de particulier. Il faut lui demander à lui ce qu'il en pense. Non, en ce qui concerne la contradiction à propos du MoDem, je ne suis pas membre du MoDem. Je n'ai jamais été, je ne le suis toujours pas, donc je suis totalement indépendant. En tant qu'indépendant, ce qui arrive souvent, j'ai conduit une liste dans le Grand Est. Ça a été très intéressant, très passionnant comme expérience. Je vous conseille à tous, si vous avez un jour l'occasion de faire une campagne électorale, de le faire. On découvre une réalité dans ses profondeurs
que même, par exemple, l'expérience journalistique, et Dieu sait que l'expérience journalistique déjà permet de découvrir un certain nombre de choses, mais que l'expérience journalistique ne suffit pas à découvrir. C'est tout à fait passionnant. Alors, d'abord, j'ai été élu. Déjà, être élu, c'est toujours pas mal. En plus, j'ai fait le meilleur score, comme vous le savez, de tous les candidats du MoDem. Le score, comme vous l'avez dit, n'a pas été ce qu'on espérait pour les raisons que j'ai expliquées, qu'il y a eu 2 erreurs stratégiques tout à fait considérables, et la dernière juste avant. Mais il n'y en avait pas que celle-là. Il y avait eu le fait de se tromper d'élection de la part de François Bayrou et donner l'impression que c'était une élection présidentielle à contretemps. Justement, n'a-t-il pas lui-même une obsession d'ego? Oui, je pense qu'il y a... Vous savez, vous avez souvent vous critiqué savez, Nicolas Sarkozy à ce propos. il y a un vrai problème. Un vrai problème. C'est que l'élection présidentielle, le système de plus en plus présidentiel, qui est articulé autour de l'élection d'un président au suffrage universel, et en même temps le système majoritaire électoral à tous les niveaux, qui fait on est avec le président, on est contre, on est majorité, on est opposition. Bon. Fait, et on s'en aperçoit, fait que ça favorise un égotisme, un égocentrisme, un narcissisme absolument inouï. Alors, vous avez naturellement le summum absolu qui est Nicolas Sarkozy, mais vous avez François Bayrou, c'est pas mal non plus. Vous avez Ségolène Royal, c'est quand même gratiné également. Vous avez, et je pourrais vous en décliner l'autre. Et donc, la question qu'il se pose, il ne suffit pas de dire un tel il est égotique, un tel égotique, un tel il est égocentrique. Il faut se demander quel est ce système qui fait qu'ils deviennent tous fous, qui fait que ce système, qui fait qu'en effet, il y a une espèce d'égo exacerbé. Regardez ce qui se passe au sein du PS aujourd'hui, où on se demande, avant il y avait des courants, il y avait des débats d'idées, enfin soi-disant d'idées. Bon, aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui les sépare, sur quoi ils se disputent. C'est vraiment des égos, et ces égos sont la conséquence de leur volonté d'être candidat à la présidence de la République. Voilà. Donc c'est un système extrêmement pervers qui provoque des perversions de l'ordre psychanalytique. Sans parler comme payant de psychiatrie lourde, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Mais voilà. Vous en avez donc fini avec le MoDem? Ah non, alors en plus, j'en ai fini. Il n'y a aucun changement dans mon attitude. Je n'ai jamais été membre du MoDem, j'en suis toujours pas membre. Je ne joue aucun rôle dans sa direction, mais je n'ai pris aucune distance, dans la mesure où je ne suis pas de droite. Où je n'adhère pas du tout au système néolibéral. Dans la mesure où, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la gauche-droite, je suis en effet dans l'opposition au système sarkozien, mais dans la mesure, et je veux bien faire mon mea culpa, je veux bien me mettre la tête dans la cendre pour qu'on me pardonne, mais qu'est-ce que vous voulez, je ne suis pas de gauche, pas de ma faute, je ne peux pas me faire violence. Et donc, dans ces conditions, il est bien évident que là où ce dont je suis plus proche, c'est évidemment cette sensibilité-là. Mais votre critique par rapport à Nicolas Sarkozy serait plus sur le style présidentiel, donc l'égocentrisme que vous dénoncez, ou plus sur son action politique? Y a-t-il des choses à sauver de son action justement à mi-mandat? Vous savez, je pense que si j'avais été portugais, j'aurais été extrêmement opposé à Salazar, mais n'empêche que Salazar a quand même fait au moins un pont sur le Tage. Donc, il n'existe pas de dirigeants qui ne font que du mal. Ça n'existe pas. Même Hitler a fait des autoroutes, comme disait l'autre. Non, bien sûr que c'est quand vous êtes face à un pouvoir, je dirais, je vais même aller plus loin, il faut sortir de cette espèce de simplisme qui consiste à croire qu'il y aurait des dirigeants, quels qu'ils soient, qui le matin se diraient qu'est-ce que je peux faire pour aggraver le chômage? Qu'est-ce que je pourrais faire pour aggraver les déficits? Évidemment, ça n'existe pas. Même Staline, il croyait faire en sorte que l'Union soviétique soit plus forte économiquement qu'avant. Je veux dire, c'est bon. Alors après, la discussion, c'est est-ce qu'ils y prennent bien, est-ce qu'ils prennent mal, est-ce que la direction est bonne, qu'ils favorisent ou ne favorisent pas. Très bien. Donc, évidemment, il ne faut pas tomber dans un manichéisme absurde, comme dans le débat politique, monsieur, on a l'impression que tel ou tel pouvoir fait en sorte d'aggraver les choses. Il n'y a pas un dirigeant qui fait en sorte d'aggraver les choses. Maintenant, si vous voulez, il faut bien faire une distinction. Je dis aujourd'hui parce que c'est une situation tout à fait particulière.
La première, c'est qu'il y a des débats d'ordre idéologico-politique. C'est comme ça a toujours existé, et ça existera toujours. C'est-à-dire que, prenons l'exemple du bouclier fiscal. Je suis hostile au bouclier fiscal. Mais c'est normal, c'est la démocratie qui veut ça. Il y a une gauche, il y a une droite, il y a un centre, il est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui soient pour. Il y a des gens qui pensent qu'en effet, on ne doit pas payer, même si on est très riche, qu'à dépasser un certain pourcentage d'impôts, c'est confiscatoire. Ça a toujours existé, et il y aura toujours qui pensent ça. Et il ne faut pas diaboliser les gens parce qu'ils pensent ça, même si on a une opinion différente. Et je pourrais prendre plein d'exemples comme ça, c'est-à-dire c'est du débat politique, c'est du débat idéologique. Et puis, il y a aujourd'hui un certain nombre d'événements, de faits, qui me révoltent, je dois dire, mais qui devraient révolter au-delà des clivages, qui n'ont rien à voir avec le clivage gauche-droite. Pour ne prendre que des exemples récents, quand Nicolas Sarkozy va sur le plateau du Vercors, au lieu d'un grand mouvement où, au-delà des clivages, des gens qui on peut considérer comme de droite, de gauche, du centre, socio-chrétiens, communistes, gaullistes, se sont retrouvés pour libérer le pays. Et faire une révolution, parce qu'on l'oublie aussi, ils n'ont pas simplement libéré le pays. Face à une crise qui était la crise de 29 qui a débouché sur finalement la guerre, d'une certaine manière, ça a été son enfant. Eh bien, ils ont inventé, ils ont imaginé un nouveau type de société qu'on appelle la société sociale libérale ou l'économie mixte. Bien. Allez là, allez dans ce haut lieu de ce rassemblement qui est commun à nous tous, et faire un discours qui était d'ailleurs pas mal. C'est mon ami Henri Guénaud qui lui a écrit. Henri Guénaud, j'ai fait un débat hier, avant-hier, j'étais à Cannes où j'ai fait un débat avec Henri Guénaud, qui est un homme de qualité. Il y avait des bonnes choses dans ce discours. Mais là, confisquer cet événement historique, en faire un élément de discours totalement partisan. C'est stratégique. Dire, ah non, mais c'est stratégique, je parle de morale, là. En faire un élément de discours partisan et là, confisquer cet événement d'une façon partisane et reprocher et accuser la gauche, en l'occurrence le PS, et Dieu sait que j'étais moi-même très sévère pour le PS, j'ai même écrit un livre pour dire qu'il fallait le dissoudre. Accuser le PS d'être pas français, d'être cosmopolite, de ne pas avoir le sens de l'identité nationale, c'est inadmissible. Ce n'est pas un problème d'être de gauche ou de droite. Si on a une certaine conception, si on a quelques valeurs, quelques principes, quelques idées de la démocratie, c'est inadmissible. Bon, c'est un exemple que je pourrais en prendre 1000 exemples comme ça. C'est-à-dire que mon rapport à Sarkozy, c'est ça. C'est qu'il y a ce qui participe du débat sur le fond, et là, c'est la démocratie, il n'y a aucun... Et puis, il y a des choses inouïes, et d'ailleurs, entre nous, vous savez que ce qu'on dit à la radio, ce qu'on dit à la télé. Bon, enfin, si vous aviez la possibilité de discuter en privé, je vais vous donner un exemple. Deux exemples. Il y a un an, il m'invite à un petit déjeuner avec Borloo, le ministre, important ministre. Bon. Il me dit, croyant que j'étais encore journaliste, il me dit, vous les journalistes, vous êtes quand même pas très courageux. Alors, je lui dis, c'est peut-être vrai, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, comment, quand même, devant une telle dérive monarchique du régime, comment vous protestez pas plus? Je lui dis, t'es un peu gonflé parce que moi... On aura l'occasion d'aborder le journalisme tout à l'heure. Marianne proteste. Oui, mais il pensait pas moi, il pensait en général. Bon. Et alors, il me dit ce qui est juste. Il me dit, on est au XXIe siècle, devant des problèmes complexes, compliqués. Un type décide tout seul, comme ça, de tout, sans consulter personne, etc. Nous allons aller dans le mur. Mais évidemment, il ne le dit pas en public. Et une autre fois, je faisais un débat, alors là on était 5 ou 6, je ne suis plus dans une télévision, et il y avait Dominique Payet. Et dans le débat, à un moment, je dis, bon, puisque de toute façon il n'y a plus de premier, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus de sous-ministre, il n'y a plus de parlementaires de la majorité, il n'y a plus rien, il n'y a qu'un homme seul qui décide. Alors, je dis, comment vous pouvez dire ça? Jamais la France a été aussi démocratique, etc. Et puis on sort du studio, et je lui dis, mais sur cette position-là, je crois que c'était la réforme de l'hôpital, quelle est exactement la position du gouvernement? Il me dit, qu'est-ce que j'en sais? J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Vous avez bien une position. Mais qu'est-ce que j'en sais? Comme de toute façon,
C'est plus les ministres, c'est plus les hommes politiques, c'est plus l'UMP, c'est plus personne qui décide, c'est un homme qui décide tout seul, etc. C'est-à-dire, il me dit exactement la phrase que j'avais, sans s'en rendre compte, que j'avais prononcée, dont il me disait, c'est une honte, on ne peut pas dire ça, on n'a jamais été dans la démocratie. Donc il faut voir ça. C'est qu'en vérité, ce que je dis là, sur la perversion du système, la concentration du système, la monarchisation du système, ils le disent tous en privé, les ministres, les responsables, à part quelques-uns, bon. Mais naturellement, ils ne le disent pas en public. Donc, si vous voulez, il faut bien séparer ce qui est un débat sur le fond, avec quelque chose qui dépasse l'équivage, parce qu'il n'y a pas besoin d'être droite ou de gauche pour dire ça, c'est pas possible, ça, c'est moralement pas possible, au niveau des principes, c'est pas possible. Et pour finir, je dirais même autrement, je vais vous dire, je pense qu'on a un gouvernement qui n'est pas si mauvais. Je veux dire, au niveau des personnalités. C'est pas si mauvais. Christine Lagarde, par exemple, qui est oui, nommée meilleure ministre selon un je sais classement du pas si Financial elle est Times. je- de l'économie. Financial Times. Je ne sais pas si elle est la meilleure ministre. Non, mais elle a été classée par le Financial Times. Mais, je oui, donne mais ça. comme vous le savez, d'abord, si Financial Times, ça veut dire qu'elle a une certaine valeur. Mais comme vous le savez, le Financial Times a une ligne idéologique pure et dure, et donc ça veut surtout dire, en partie dire qu'elle correspond à la ligne idéologique que celle du Financial Times. Mais ce n'est pas du tout une mauvaise ministre, c'est évident qu'elle a révélé des qualités, mais il y en a d'autres. Une Pécresse, Darcos, enfin, il y a des gens. Et même les conseillers du président, je parlais de Guénaud, mais même Monsieur type Guéant. comme Guéant est un type de qualité. En vérité, le problème, c'est le président. C'est le président. C'est pas, et là, le problème, il est énorme, il est immense. Et on s'en apercevra de plus en plus et on va le payer très cher. Vous aviez dit qu'il y avait des choses à sauver. Vous pourriez nous donner un exemple de réforme que vous avez trouvée bonne, faite par le gouvernement? Eh bien, par exemple, alors bon, je pourrais vous citer que j'étais favorable à l'orientation vers l'autonomie des universités, par exemple. Bon, ça a été fait, je pense, ça aurait pu être fait de façon plus rationnelle. Enfin, je suis, disons, pour cette orientation. J'ai soutenu, au nom de l'équité, la suppression des régimes spéciaux de retraite, l'égalisation des régimes spéciaux de retraite. Mais je vais vous donner un exemple qui est l'emprunt. J'ai soutenu l'emprunt, l'idée de l'emprunt. Grand emprunt de 35 milliards. Le grand emprunt. De toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est grand maintenant. Oui. Même le président. Finalement, il n'est pas si grand. Les discours de Sarkozy, c'est des grands discours. Les initiatives, c'est des grandes initiatives. Les emprunts, c'est des grands emprunts. Tout est toujours grand. On peut quand même se poser des questions. Pourquoi tout est devenu toujours grand? Et donc, j'ai soutenu l'emprunt. Et j'avais du mérite parce que là, pour le coup, l'opposition était très forte et il y a eu peu de soutien à l'emprunt. J'ai soutenu l'emprunt. J'ai soutenu l'emprunt parce qu'en effet, je pense que ce qui avait été exprimé dans le discours de Versailles, c'est-à-dire lorsque le président s'est adressé au Parlement, la façon dont il s'est adressé au Parlement est très discutable, parce que franchement là c'était un retour à la royauté. C'est-à-dire le Parlement est réuni, le président parle, il s'en va, on ne peut pas lui répondre, il n'y a pas de débat, c'était comme sous Louis-Philippe. Mais le discours, sur le fond, le fait qu'il disait qu'on ne peut pas tirer un élément d'égalité totale entre déficit et déficit ou emprunt et emprunt. Et qu'il y a des déficits passifs et il y a des déficits actifs. Et il y a des emprunts qui consistent à boucher des trous et il y a des emprunts d'investissement. C'est juste. Dans votre livre d'ailleurs, sorti récemment, dernière salve, vous dites qu'un déficit creusé par une mauvaise rentrée des recettes que devait générer la croissance n'est pas comparable à un déficit résultant d'une relance massive et bien ciblée. Vous destinez à relancer la croissance. Donc cet emprunt est donc, c'est ça. Donc si on là, vous suit bien... pour bien comprendre ça, il suffit de prendre l'exemple d'un commerçant qui est vraiment en difficulté. Il est en difficulté pour des tas de raisons, mais entre autres parce qu'il perd de la clientèle. Et donc, Comme les journaux, il est en déficit, comme les journaux par exemple, en déficit. S'il a le choix entre licencier le peu de personnel qu'il a et donc, comment dirais-je, naturellement... du coup, ne pas offrir un accueil favorable à ceux qui viennent dans sa boutique, si c'est une grande boutique. Et en même temps, il est de moins en moins achalandé, il réduit ce qui garnit ses rayons, etc. Là, il est en déficit, mais il a toutes les chances, sous prétexte d'économiser, de faire faillite. Ça, je peux vous le dire même en temps. J'étais chef d'entreprise pendant 25 ans. Je peux vous dire que ce type d'économie-là, j'étais confronté à ça. Je me souviens au début de Marianne, comme on était en déficit, ce qui était normal pour un journal qui se créait, on avait un actionnaire qui disait, attendez, il y a un déficit, donc pour équilibrer,
il suffit de faire un moindre tirage. Mais à l'époque, si on faisait un moindre tirage, c'est-à-dire qu'on était moins bien exposé. D'abord, on était exposé dans moins de marchands, et en même temps, dans beaucoup de marchands, on ne voyait pas le journal parce que les piles étaient toutes petites. Et, évidemment, c'était le type d'économie qui aurait fait baisser les ventes, et les baisses de recettes à cause de ces baisses de ventes auraient été plus importantes que l'économie qu'on aurait fait. Et c'est le cas d'un commerçant qui ferait ça. Un commerçant qui emprunterait pour investir, pour dire j'améliore ma boutique, je la rends plus chaleureuse, plus pimpante, j'essaye de m'ouvrir sur des produits plus divers, etc., peut s'en tirer en revente. Donc voilà, c'est un exemple qui montre qu'en effet, il ne faut pas avoir une vision totalement dogmatique. Il y a des moments où l'emprunt peut être un élément qui génère des recettes alors que des économies vont passer la croissance. Ça peut arriver. Il ne faut pas non plus s'enfermer dans ce système. Enfin, ça peut arriver. Bref, donc je soutiens l'idée. Mais moi, naïvement, je croyais Vous êtes qu'évidemment... plutôt d'accord pour le grand emprunt? J'étais d'accord. Et sous la forme telle qu'elle est préconisée par la commission Non, là non, mais je croyais, moi, naïvement, qu'il savait pourquoi. Je croyais que s'il lançait un grand emprunt, c'est qu'il y avait une idée derrière, qu'ils y avaient réfléchi, qu'ils s'étaient réunis, qu'ils savaient dans quel secteur pour aller où. Bon, je découvre qu'ils ne savent pas. Qu'ils ont lancé ça, qu'on a dit, il y a je sais pas, les sondages ont un peu baissé, etc. Il faut lancer quelque chose, quoi. Alors, Guénaud, d'ailleurs, à la limite, il me l'a presque dit avant-hier, dire un grand emprunt. Ah oui, tiens, un grand emprunt. Ah, je lance un grand emprunt, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour investir dans quoi, on ne sait pas pour aller vers où, on lance un grand emprunt, et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Au point qu'on vous dit, c'est quand même unique, je crois, dans l'histoire, on lance un grand emprunt et on vous dit après, on ne sait pas pourquoi, mais on va réunir une commission pour nous dire pourquoi. Ça veut dire que demain, on peut très bien déclarer une guerre, et on va réunir une commission pour nous dire à qui. Ah bah c'est formidable. Ou alors on dit on va annexer un pays. Lequel? Ah ben on va faire une commission pour nous dire lequel. Il y a toujours besoin d'investissement. Vous avouerez que c'est quand même délirant. Donc oui, la commission. mais la forme telle qu'elle est présentée maintenant par la commission, parce qu'ils ont donné leur rapport, il y a, si je me rappelle bien, 16 milliards pour l'éducation supérieure et la recherche, 2 milliards pour les PME, 4 milliards pour l'économie numérique. Est-ce que cette forme vous semble cohérente, bonne? Est-ce qu'elle est dans votre choix ne sont pas forcément mauvais, mais donc j'ai dit déjà, d'abord c'est pas sûr que ce soit ça, c'est la commission. Ah oui, mais tel qu'elle est préconisée par la commission. Préconisée par la commission. Bon, donc maintenant, on commence à savoir pourquoi. Très bien. On aurait mieux valu qu'on discute, qu'on réfléchisse avant pourquoi. D'autant que je vous signale que c'est la même chose avec la taxe professionnelle. On supprime une taxe professionnelle, le président le dit, il fallait annoncer quelque chose, on s'aperçoit qu'on ne sait pas par quoi la remplacer. Ça n'a pas été réfléchi, on ne sait pas, il n'y a pas de cohérence. Mais on n'a jamais été gouverné comme ça. On ne sait pas. Alors, avec tout ce que ça comporte, bien sûr qu'il faut supprimer. Et comment cela est possible, à votre avis? Il y a des grands chantiers lancés avant, quand on annonçait quelque chose, on préparait avant, on discutait avant. Là, on ne sait pas par quoi on va la remplacer. Quand on a dit qu'on supprime la publicité à la télévision, on ne sait pas par quoi la remplacer. C'est quand même une façon bizarre je découvre donc ça, que finalement l'emprunt, c'est combien? 35 milliards en tout 35 cas. milliards, c'est un petit emprunt. Or là, je partage l'avis de Guénaud. Guénaud a une vision inflationniste. L'argument selon lequel il ne faut pas faire d'emprunt parce qu'on est déficitaire, etc., est totalement cohérent. Ce n'est pas mon avis, mais je comprends qu'on puisse dire ça. L'argument comme quoi, si on fait un emprunt, il faut que ça soit un acte fort qui crée une vraie dynamique, etc., c'est mon avis, etc. Attendez, un petit emprunt, c'est ridicule. Alors là, ça va être de l'argent dans le sable, ça va foutre le camp, ça ne va pas être assez pour relancer quoi que ce soit, et c'est de l'argent dilapidé. Et surtout, je découvre qu'on emprunte sur les marchés. Or, on le fait tous les jours, emprunter sur des marchés. Pourquoi lancer un grand emprunt de 33 milliards alors que toutes les semaines, on emprunte plus sur les marchés? L'intérêt de l'emprunt, c'était la mobilisation du public. C'est comme l'emprunt de guerre patriotique, qui consiste à dire, il y a des gens qui meurent au front, il faut que les gens qui sont des épargnants puissent contribuer à cette guerre par avec leur épargne. Or, là, c'est les marchés, on ne va même pas mobiliser le pays appelé à l'épargne. Donc, tout ça me semble effarant à l'arrivée, alors que j'étais pour. Vous voyez, j'y mets de la bonne volonté. Quand j'y mets de la bonne volonté, vous voyez sur quoi ça débouche. L'explication rationnelle du fait que ce soit sur les marchés est que ça coûterait plus cher de le faire par les particuliers. Et donc, vous ne pensez pas que... Ça, c'est pas l'explication rationnelle. C'est l'explication qu'on nous donne. Ah, d'accord, c'est une explication. Qu'on nous donne que c'est l'explication rationnelle. Je vais vous dire. Moi, j'avais préconisé quelque chose. C'est de dire, on fait un grand emprunt, en effet. Donc, très bien. J'avais expliqué qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cet emprunt. Par exemple... à un moment, on a évoqué le développement des autoroutes. Je suis contre le développement des autoroutes, mais en revanche, je pense qu'on pourrait investir, entre autres, dans
le développement des lignes de chemin de fer rapide transversales. Il est quand même inconcevable que dans notre pays, pour aller de l'est à l'est, de l'ouest à l'est, fasse passer par Paris. Et que si on veut casser la centralisation jacobine, pouvoir aller rapidement de Strasbourg à Bordeaux, etc., c'est très important. Voilà. Ou créer des logements sociaux dans des zones mixtes, que dans des zones mixtes pour casser la ghettoisation. Et moi, surtout, ce que j'avais préconisé, c'est de dire, au fond, faisons un grand emprunt. D'accord. Réunissons une somme importante par le grand emprunt et également par une taxe, par exemple, sur les mouvements financiers, etc. Avec cette somme importante, qu'est-ce qu'on fait? L'État prend 30%, voire 35% dans le capital, et donc avance la somme correspondante, de sociétés qui ont un projet d'après-crise, c'est-à-dire de sociétés performantes, innovantes, qui réellement se positionnent formellement bien pour ce que sera l'économie d'après-mutation. Donc il aide à la création de ces sociétés, il prend 35% dans le capital, il avance 35% dans le capital. Vous avez des sociétés qui ont besoin d'un apport, qui ont besoin de se développer. À cause de la crise, elles ne pouvaient pas. Elles étaient dans le rouge. Et donc, à l'examen rapide des dossiers, l'État prend 35% dans le capital. Troisièmement, l'État crée des sociétés mixtes, ou même des sociétés d'État, pourquoi pas, ou mixtes, avec le secteur privé, de telle façon d'investir dans toute une série de rénovation d'infrastructures. Alors, en effet, ça peut être ce dont parle la Commission, qui est l'économie numérique, etc. Ça coûterait plus de 35 milliards, ce que vous proposez. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je ne suis pas pour un emprunt de 35 milliards, c'est idiot. Complètement idiot. Ce que je Vous ai êtes dit plutôt vers 100 milliards mon ou esprit, 50? C'était vraiment une somme assez considérable. Et donc, et en même temps, je vous dis, les chemins de fer, le logement, les lycées... Il y a rénovation, 3,5 milliards pour Et les mobilités du Et futur. pourquoi Pour l'écologie, en effet. Oui, dans tous ces domaines-là. Et un engagement que tous les actifs de l'État, parce que là, il aura des actifs, qui naturellement se revaloriseront après crise, soient mis sur le marché dans les 5 ans, soient valorisés naturellement et avec une plus-value importante, et l'engagement que l'ensemble de la plus-value soit ensuite consacré à la réduction des déficits. Autrement dit, grand emprunt, effet puissant sur le développement, possibilité de générer des recettes, et recettes recyclées dans la réduction des déficits, et donc qui ne creusent pas les déficits. Il y avait au moins une logique. Là, je voudrais il y a une logique dans l'emprunt tel qu'on nous le présente, je voudrais que vous me disiez laquelle. Donc moi, j'avais fait cette proposition. Et en ce qui concerne l'emprunt où on s'adresse aux particuliers, j'avais préconisé qu'on fasse un emprunt à taux d'intérêt dégressif. C'est-à-dire que tous les gens qui sont au niveau des classes moyennes, ou un peu en dessous des classes moyennes, aient un intérêt de l'ordre de 5%, c'est-à-dire un peu plus intéressant par rapport à ce que l'offrerait le marché. Qu'en revanche, au-dessus des moyennes, ça soit dégressif, 4, 3, 2, que ça baisse jusqu'à 2%, et que pour les 3000 plus grandes fortunes, ça soit obligatoire à 2%. Je vous signale qu'à ce moment-là, ce n'est plus coûteux, comme vous le dites, ça cesse d'être coûteux. Oui, mais les grandes... Ah oui, excusez-moi. Il y a donc un bouclier fiscal sur la dégression des... On passera à un autre sujet maintenant, sur l'identité nationale. Basile. L'identité nationale. Donc, que pensez-vous de des grands débats sur l'identité nationale? Pensez-vous que c'est juste de la démagogie avant les régionales, faire un grand débat pour récupérer les électeurs d'extrême droite, pour affaiblir la gauche? Car il me semble qu'elle n'est pas très cohérente dessus. Cette identité nationale, à votre avis? Et peut-on l'associer à l'immigration? Est-ce que c'est fait pour affaiblir la gauche et tarir les voix du Front National? Et vous pensez quoi? Non, je pense que c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Il y a un opportunisme évident. Ce matin, j'ai lu que c'était ça. J'ai lu que c'était ça dans le Figaro. Moi, je crois à ce qui est marqué dans le Figaro. Donc, si le Figaro le dit, je pense que c'est ça. Mais au fond, c'est un peu le même phénomène pour l'emprunt. L'unité nationale. Il y a 12 ans, j'ai créé un journal qui s'appelle Marianne. Républicain. Le titre Marianne, républicain, il y a une femme qui brandit un drapeau tricolore. Qui est Marianne. Marianne. Ah bon? Vous ne savez pas qu'on m'a fichu dans la figure. Hein. Je me souviens, on avait un collaborateur qui s'appelait Philippe Boggio, qui avait été un ancien collaborateur du Monde,
un jour, il va au Monde, 2 jours après la sortie du journal, et il revient, et il avait l'air un peu affligé. Je lui dis, qu'est-ce que t'as Il dit, oui, je reviens du Monde, j'ai vu mes anciens amis. Je sais pas ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont dit, ça te fait rien de travailler dans un journal fasciste? Parce qu'il y avait le drapeau tricolore dans le titre. Ça suffisait. Et des amis à moi, des bons amis à moi, m'ont dit, mais tu es fou, tu fais un journal de pénis, c'est un scandale. Bon, j'ai tenu bon. C'est pour vous dire à quel point ça ne me dérange pas. C'est vous dire à quel point je crois avoir beaucoup donné pour dire que c'était un vrai sujet. Très bien. Mais enfin, attendez, on n'est pas en Union soviétique. C'est quand même inconcevable, le monde entier rigole de vous dire, cher monsieur, même à partir de mardi, 10h30, vous devez aller dans la préfecture pour vous poser la question, qui suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? Où cours-je? Dans quelle étagère? Attendez, c'est surréaliste. Bien sûr, il faut en parler, mais il faut en parler quand on a envie, quand on le ressent, en fonction des circonstances. Attendez, l'ordre, un jour donné, à l'heure donnée dans les préfectures, comme par hasard, en effet, 3 mois avant les régionales, etc., d'aller discuter, se poser la question existentielle, qui suis-je, c'est inconcevable. Et là aussi, on gâche un vrai truc. C'est un vrai débat. Pourquoi pas? Il faut affronter ce problème. Enfin, pas comme ça. Et donc pour vous, qu'est-ce que c'est que l'identité nationale, la chanson française? Oh, je vais vous dire. Je connais votre goût, effectivement, pour la chanson française. En 1914, pour la guerre de 1914, c'est-à-dire l'année d'après, en 1915, il y a eu une grande offensive, qui est au moins si importante que Verdun, sauf que c'est une offensive française, en Artois. Une offensive qui a coûté 180 000 morts. Vous imaginez ce que c'est pour essayer de percer le front d'Artois. Ça a été un échec. Comme beaucoup d'offensives. Comme pratiquement toutes les offensives à part la dernière. Toutes les offensives françaises à part la dernière. Sauf à un endroit qui était important, où là, il y a une compagnie, ou plutôt une division qui a percé. Ça s'appelle la colline de Vimy, pour prendre la colline de Vimy qui est au-dessus de Laon. Elle a percé. C'était extraordinaire. Elle a percé toutes les lignes allemandes, etc. Avec un héroïsme, avec une dynamique, en criant « Vive la France !» avec des drapeaux français, il y avait quelque chose. Bon. Or, c'était une division marocaine. Alors, ça ne veut rien dire, ils n'étaient pas marocains. On appelait une division marocaine. En fait, il y avait beaucoup d'Algériens. Donc, si vous voyez le nom des morts, c'est Zidane, Mohamed, machin. Mais surtout, il y avait des compagnies de la Légion étrangère où c'était, et donc la liste des morts, parce qu'ils sont quasiment tous morts, entre parenthèses, c'est des Russes, des Tchèques, des Bulgares, des Hongrois. Et ces types-là, on le connaît leur vie. Le Hongrois, il voulait libérer son pays de la domination autrichienne. Et c'est pour ça qu'il aimait la France. Le Russe, il voulait libérer son pays de l'autocratisme tsariste. Et c'est pour ça qu'il aimait la France. Le Tchèque, il voulait, pareil, il voulait une autonomie avec la réalité, que la nationalité tchèque puisse s'affirmer. Et c'est pour ça qu'il aimait la France. Donc, comme vous... et de tous, on pouvait dire ça. Eh bien, c'est ça, l'identité nationale. En vérité, la France est un pays dont on ne peut pas, de façon extrêmement claire, dire quelle est son identité nationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire c'est la langue, on ne peut pas dire c'est le sol, on ne peut pas dire c'est le sang, on ne peut pas dire c'est la race. C'est une histoire, mais une histoire compliquée. Eh bien, c'est parce qu'on ne peut pas répondre que le fait qu'on ne peut pas répondre fait notre identité nationale. C'est cette difficulté de réponse qui est constitutrice même de notre richesse et de notre identité nationale. Voilà ce que je pense, moi. Je suis prêt à en débattre, mais pas au sifflet et dans les préfectures. On va passer à l'opposition, au PS, au MoDem. Donc on ironise souvent sur le PS et sur le MoDem étant un leader sans avec François Bayrou, un leader qui est un leader sans parti, et le PS un parti sans leader. Dans votre livre d'ailleurs, vous dites au mot a cappella, chanter sans accompagnement. François Bayrou chante souvent a cappella. Quelle est votre position par rapport à une alliance possible entre le PS et le MoDem ou... D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai. Le Parti socialiste est un parti, n'est pas un parti sans leader, c'est un parti qui a trop de leaders. Et quant au MoDem, ce n'est pas un leader sans parti, c'est un vrai parti. C'était, parce que je ne sais pas comment ça évolue, mais moi, tel que je l'ai pu le constater dans la campagne, c'est un vrai parti avec des militants, je peux vous dire, sans quoi on ne pouvait pas faire campagne, le nombre de salles qu'on a pu remplir, etc. C'est un vrai parti avec des militants enthousiastes, mais je ne suis pas sûr que le leader est intéressé par le parti. C'est ça le problème. Alors que le parti est intéressé par le leader. C'est un vrai problème. J'admets tout à fait que c'est un vrai problème.
Est-ce que le PS, justement, devra s'allier avec le MoDem pour Alors, la question de l'alliance. éventuellement gagner en 2012? La question de des alliances. Il y a une réponse qui est simple, qui est, en gros, on est un système majoritaire et tout ce qui est sarkozyste, même sans enthousiasme, c'est allié. C'est-à-dire depuis ce qu'on appelle le nouveau centre jusqu'aux partisans de Villiers, les chasseurs sont alliés. Dans notre système, je suis contre ce système, j'en parle d'autant plus aisément, totalement contre. Mais dans ce système majoritaire, dès lors qu'un camp s'allie totalement, l'autre camp ou disparaît ou s'allie totalement. Tout le reste, c'est de la littérature. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Dès lors qu'il y a un front comme ça qui va de Villiers au nouveau centre, si les autres veulent exister, il faut bien qu'ils se mettent ensemble. Très bien. Je vous signale que ça s'est déjà passé après 1870-71. La droite a gagné des élections législatives, mais était très divisée entre orléanistes, entre légitimistes et entre bonapartistes, c'est-à-dire la droite non républicaine, anti-républicaine. Et donc, à cause de ça, ils ne pouvaient pas proclamer la monarchie, restaurer la monarchie, bien qu'ils fussent majoritaires au Parlement. Et puis à un moment, ils se sont unifiés, ils se sont mis d'accord. Ça a été très dur. Vous savez, entre autres, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le drapeau. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que blanc, vous le connaissez, comte de Chambord n'a pas voulu comte de Chambord. Et ils se sont mis d'accord. À partir du moment où ils se sont mis d'accord, la monarchie allait être restaurée. Et pour empêcher que la monarchie soit restaurée, il a fallu que tous les républicains, depuis les républicains libéraux modérés jusqu'à les républicains d'extrême gauche, s'unissent. Et c'est parce qu'ils sont unis que la monarchie n'a pas été restaurée et qu'on a pu proclamer la République. C'est une leçon. Il y a aussi le fait que le comte de Chambord ait refusé de prendre d'abandonner le drapeau d'Henri IV. C'est pour ça qu'ils attendaient un peu qu'il meure et ensuite ils auraient proclamé la monarchie. Donc de toute façon, ils l'auraient proclamé s'il n'y avait pas eu cette réponse. Donc ça, c'est la réponse primaire, si j'ose dire. Au-delà de ça, c'est sûr que le problème des alliances, c'est pas ce qui répond aux exigences et aux aspirations des Français. Et donc, je crois que commencer par le problème des alliances, c'est prendre la question par le mauvais bout. Personnellement, ce que je préconise, c'est que on discute d'abord qu'on se mette d'accord sur est-ce qu'il s'agit d'une alternance ou d'une alternative. Je conçois tout à fait qu'on pose les problèmes en termes d'alternance. On est en démocratie, il y a un pouvoir, il est totalement logique qu'il y ait d'autres qui veulent le virer pour prendre la place. C'est dans tous les pays comme ça, ou alors on ne serait pas en démocratie. Bon, donc c'est normal. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est normal, c'est logique. Si ça se passe comme ça, j'irai voter, comme vous, comme citoyen, mais ça ne m'intéresse pas. Je considère qu'on est dans une situation aujourd'hui, où la question n'est pas celle de l'alternance, elle est celle de l'alternative. C'est-à-dire, je résume, nous avons, et c'est fondamental ça, il y a 20 ans, il y a un type de société, il y a 20 ans, un type de société qui a mis l'État au centre de tout, au point que l'État résumait la société, d'une certaine manière, ou que la société, quelque part, était dévorée par l'État, a fait faillite. Aujourd'hui, on a un autre type de société qui met l'argent ou le profit à court terme au centre de tout, au point que l'argent résume la société, ou que la société se dissout dans l'argent. Ce système, je pense, est en train de faire faillite. De toute façon, il a fait moralement faillite. Et il a, d'une certaine manière, montré son irrationalité. Quand un système montre son irrationalité, c'est un système extrêmement fragilisé. Très bien. Est-ce qu'on est sorti de cette crise, etc. Si vous me posez une question là-dessus, je vous répondrai volontiers, parce que j'ai un avis là-dessus. Mais est-ce qu'on est sorti de cette crise? Donc voilà. Or, il faut bien voir ce que représente, ce que ça veut dire qu'une béance comme ça. D'accord, deux types de sociétés ont fait faillite, ou l'une... Bon, et ça crée une béance. Mais une béance, c'est très dangereux. Moi, je dis, parce qu'il faut toujours essayer de simplifier, même si les problèmes sont complexes, je dis, l'État au centre, ça fait faillite, l'argent au centre, ça fait faillite, il faut maintenant qu'on imagine une alternative, un nouveau modèle qui mette la dimension humaine au centre. C'est ce que vous appelez le centrisme révolutionnaire. Oui, c'est ce que j'appelle un peu le centrisme révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est donc, en fait Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Selon vous. Ça veut dire, on met au profit de cette centralité de l'homme et de la dimension humaine, on met l'argent et l'État, et non pas au profit de l'État ou au profit de l'argent. Et j'appelle ça un centrisme, parce que d'abord, ça pose le problème du centre. Qu'est-ce qu'on met au centre? Lorsque au centre, il y avait un roi héréditaire et qu'on a mis un parlement élu, on a fait une révolution qui s'appelle la révolution démocratique. Lorsqu'il y avait 50 000
aristocrates au centre du système de propriété, et qu'au centre, on a mis 2 millions de bourgeois de paysans libres, on a fait la révolution libérale. Quand au centre, il y avait la rente foncière, et qu'on l'a remplacée par la plus-value capitaliste, on a fait la révolution industrielle. Eh bien, aujourd'hui, il y a nécessité de ce que j'appellerais une révolution humaniste, qui est, en effet, au centre, on met la dimension humaine. Mais si on n'est pas... Et là, il y a une aspiration énorme à ça dans le pays. Énorme. Les gens veulent, d'autant que c'est ça l'histoire de la civilisation. C'est quoi le progrès de civilisation? C'est quoi quand on y réfléchit? Mais le progrès de la civilisation, c'est ça. C'est que tout le temps, on a été capable, des individus et des collectivités, de penser une alternative et un nouveau modèle. Sans quoi on serait toujours au tribalisme, on serait toujours au féodalisme, on serait toujours en esclavagisme. Et à chaque fois, il y a des gens qui vous disent c'est indépassable. Il n'y a rien heureusement. Et donc aujourd'hui, on est dans l'état où il faut imaginer ça. Très bien. Mais si on n'est pas capable de le faire, pourquoi pas? Là, l'aspiration, mais on ne peut pas répondre à l'aspiration. Eh bien, comme les gens n'accepteront ni de retourner dans un système où l'État est le centre de tout, ni de se soumettre à un système où l'argent est le centre de tout. Parce que ce que les gens ont découvert dans cette crise, vous croyez qu'ils vont l'oublier? Vous croyez qu'ils vont oublier qu'ils croyaient qu'il y avait une seule économie, on leur avait appris à l'école, où on produit, on vend ce qu'on produit, on distribue des services. Ils ont découvert qu'il y avait une économie virtuelle. Et ça, ils n'imaginaient pas ça. Ils croyaient qu'il n'y en avait qu'une, qu'elle était réelle. Il y en avait une virtuelle, qui était de l'argent, qui crée de l'argent, qui surfe sur l'argent, bon, très bien, et qui dope l'argent. Et après, ils ont appris que l'économie virtuelle brassait des sommes 50 fois plus importantes que l'économie réelle. Les gens, ils le savent. Et vous croyez qu'ils vont l'oublier comme ça? Vous croyez que ça va sortir de leur tête? Et évidemment, ça va sortir de leur tête. Donc, si on ne leur propose pas... Pourtant, c'est toujours les mêmes journalistes qui, aujourd'hui, dictent les... Les mêmes journalistes, mais ça, c'est toujours comme ça. Ça, c'est vrai, ça. Les analystes. Ça, c'est très juste, c'est exactement les mêmes. Mais les gens n'y croient plus. Et donc, si on ne propose pas, mais de nouveau, les gens qui diront, au centre, on met le sol... Au centre, on met le sang, au centre, on met la terre, au centre, on met le Dieu des intégristes. On va les entendre de nouveau. C'est-à-dire ces réponses perverses. Donc voilà, il y a une vraie... Et je pense que c'est ça le problème. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, et c'est un peu pour ça que j'ai créé ce créa, mais c'est vrai que ça ne recoupe pas le clivage gauche-droite. C'est vrai qu'il y a des gaullistes, des vrais gaullistes, des authentiques, qui ont toujours aspiré à quelque chose d'autre. Il y a des chrétiens sociaux qui, par définition, aspirent à autre chose, qu'il y a des libéraux de progrès qui n'acceptent pas la dérive néolibérale et qui aspirent à autre chose, et des sociodémocrates et des socialistes. Et je crois que l'alliance, elle est à ce niveau-là. Ce n'est pas une alliance MoDem-PS. Il faut essayer que tous ceux, sur une base solide, qui vraiment aspirent à une alternative, à un autre modèle, puissent ensemble y réfléchir, puis échanger, et puis construire quelque chose. Et là, oui, je pense que sur cette base-là, essayer de créer, d'élaborer une nouvelle alliance, ça, en effet, ça me semble nécessaire. Oui, mais au niveau des mesures concrètes, parce que vous pouvez embrasser des grandes idées, mais quelles mesures concrètes, en fait, vous proposerez? Allez, mesures concrètes, je vous signale que tout à l'heure, alors que vous ne me le demandiez pas, sur l'emprunt, je vous ai décliné des mesures extrêmement concrètes. Donc ça mais ne me l'État, dérange c'est pas l'État qui sera au centre dans ce cas. Comment? Votre idée, c'est l'État au centre. Oui, mais des mesures concrètes. J'ai fait un livre qui s'appelait L'Alternative, où il y a tout un chapitre qui sont sur le plan fiscal, sur le plan urbanistique, dans beaucoup de domaines constitutionnels, etc., et des mesures concrètes. Mais simplement, si j'ai créé justement ce créa, c'est qu'on en discute. L'une des premières thèmes que je voudrais qu'on aborde, c'est le problème des déficits, parce qu'on va être confronté demain à ça, 8,5-9% du PIB de déficit, une dette énorme, très bien. Là, pour l'instant, on fait comme si il n'y avait pas de problème. Bon, mais un jour ou l'autre, il va falloir aborder ce problème. Ça risque de faire très mal. Or, on sait, on connaît les types de mesures. Il y a l'inflation prônée par M. Guénaud, par exemple. Il peut y avoir l'inflation. D'abord, il y en a une qui consiste à dire on s'en fout, on laisse courir. Il y a l'autre, c'est l'inflation, c'est la hausse de la fiscalité, c'est taper à la hache dans un certain nombre d'investissements ou comme on dit, d'acquis sociaux, que sais-je. Bon. Avec, on le sait, des effets pervers tout le temps. Il y a toujours des effets pervers. Et quand le gouvernement dit, je le reconnais, quand le gouvernement dit, enfin quand le pouvoir dit, vous nous demandez de réduire les déficits, mais si aujourd'hui on prenait des mesures drastiques pour réduire les déficits, on casserait la relance, il n'a pas tort.
Objectivement, il n'a pas tort. Et donc, la question c'est, y a-t-il une nouvelle approche autre que celle classique, etc. Ben voilà, qu'on en parle, qu'on se penche sur ce problème, qu'on travaille, en quelque sorte, là-dessus. Les mesures fiscales du gouvernement par rapport à la baisse de la TVA, le paquet fiscal, vous êtes très critique à ce sujet? Le paquet fiscal, le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal, l'inconvénient du bouclier fiscal, vous le connaissez, c'est les députés qui l'ont voté, souvent n'y ont pas pensé, donc ils l'ont découvert, et maintenant c'est pour ça que les amendements pour revenir sur le bouclier fiscal viennent souvent du MP, c'est qu'ils ont découvert une chose, c'est qu'à partir du moment où il y a le bouclier fiscal, toute taxe nouvelle que rendrait nécessaire la lutte contre les déficits s'appliquera à tout le monde, sauf aux plus riches, à cause du bouclier fiscal. Et c'est vrai que ça sera très difficile à faire passer, dire aux gens, ben voilà, il y a une taxe, tout le monde la paye, mais les 15 000 plus riches de France, eux, ne payeront pas cette taxe. Donc ils s'aperçoivent de ça, et ça les inquiète, et donc c'est pour ça qu'ils demandent au moins que la CSG soit intégrée dans la fiscalité générale. Donc moi je pense que la grande erreur, c'est l'exonération de charges pour les heures supplémentaires. Alors, c'était de toute façon une erreur, mais alors, en période de chômage, c'est une très grave erreur. Pour des raisons tout à fait évidentes. Là aussi, encore une fois, j'ai été chef d'entreprise pendant 25 ans. Et l'entreprise peut-être la plus compliquée à gérer, qui est un journal. C'est-à-dire un objet vendu au-dessous de son prix de revient. C'est le seul avec le charbon. Alors, excusez-moi. On va maintenant aborder le journalisme, d'ailleurs. Et donc, pourquoi c'était pervers? Parce que ça veut dire qu'un employeur, et moi y compris quand j'étais employeur, ça lui coûte moins cher d'allonger le temps de travail des gens qui travaillent que de créer des emplois. Bon, ben, il perd l'emploi. Donc à un moment où il faudrait créer des emplois et inciter à la création d'emplois, on a incité à la non-création d'emplois et à l'augmentation du temps du travail existant. Et là, ça a joué beaucoup en défaveur de l'emploi. Donc nous avons parlé du journalisme. C'est extrêmement en crise. Le Monde, par exemple, est en déficit, taille dans son budget depuis en faisant des plans de départ volontaires. Libération a aussi des gros problèmes financiers. Le Figaro aussi. Je ne connais pas l'état de Marianne. Mais alors, que pensez-vous des États généraux de la presse qui avaient été initiés par le gouvernement Sarkozy l'année dernière, il me semble, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Sur le plan ponctuel, moi j'ai regretté l'État général de la presse avait été lancé, en particulier par Laurent Geoffrin, l'idée dans Libération. Moi, je l'avais repris et j'avais fait une campagne en faveur. Et je pense que c'est la profession qui aurait dû l'organiser parce que la profession a des questions à se poser à elle-même. Elle doit se remettre en cause, vraiment. Et je trouve le fait que le président de la République le confisque et empêche, si j'ose dire, la profession d'aborder certaines questions en face a été négatif. Alors, il y a un aspect d'état généraux où on a donné, pour être simple, on a donné du pognon aux journaux. Bon, très bien. Donc pour eux, c'est dans la situation où ils sont, étranglés, c'est toujours bon à prendre. Libération a sans doute été sauvée. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont récolté plus ou moins 2 millions d'euros. C'est toujours ça. Bon, mais ça ne change rien. Structurellement, ça ne change rien. Une fois qu'ils auront dépensé les 2 millions d'euros, ils seront dans la même situation. Ce qui est rigolo, c'est qu'une des mesures des États généraux de la presse, qui normalement aurait dû faire hurler la presse d'opposition, mais vous allez comprendre pourquoi elle n'a pas dit un mot, c'est qu'ils ont décidé d'augmenter considérablement le budget de propagande du gouvernement et de l'Élysée. Enfin, du gouvernement. Ça veut dire le budget de propagande du gouvernement, ça veut dire le budget de la publicité que le gouvernement fait dans les journaux. Et donc, ça a apporté beaucoup d'argent aux journaux, et donc ils n'ont absolument pas protesté contre l'augmentation du budget de la propagande. Mais tout ça, vous voyez, c'est pas ça qui va changer structurellement les raisons profondes de la crise de la presse. Et d'abord, il y a un problème, d'ailleurs, ça m'intéresse d'en parler devant vous, parce que les gens, une des raisons de la crise, c'est naturellement la baisse de la pub. Très bien. On peut toujours dire que c'est conjoncturel. Et puis Internet aussi beaucoup. Encore que moi, ça ne reviendra jamais comme c'était. Vous avez la gratuité, c'est-à-dire Internet. Je pense que les journaux se sont tirés une balle dans le pied quand ils se sont mis eux-mêmes sur Internet. Je peux vous dire que je n'ai pas fait cette erreur à Marianne. À Marianne, on a créé un site qui marche très bien, mais il n'y a pas Marianne sur ce site. C'est absurde. Si vous l'avez sur le site, vous ne l'achetez pas. Et troisièmement, si
vous avez une possibilité, si devant une boulangerie, vous avez un mec fiable qui vous distribue des baguettes gratuites, est-ce que ça fait ou pas, puisque vous êtes des étudiants en économie, est-ce que ça fait ou pas baisser les ventes des baguettes? Évidemment que ça fait baisser les ventes des baguettes. Si, devant la boulangerie, on vous en distribue. Je veux bien qu'il y a des gens qui disent « Ah non, je suis habitué à mon boulanger, je vais quand même l'acheter à mon boulanger. » Ou bien « C'est pas sûr. » D'accord, mais il y en a quand même qui la prendra gratuit et qui n'iront pas. Et donc, la distribution de journaux gratuits a un coût terrible également aux journaux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même la qualité qui peut jouer. Voilà, il y a une baisse, une baisse du lectorat pour d'autres raisons. Pour des raisons qu'on peut évoquer tout à l'heure, si vous voulez, pensée unique, j'en sais rien, mais il y en a une, c'est que je crois qu'une grande partie des gens, en particulier des moins de 35 ans, ne comprennent plus ce qu'on écrit. Voilà. C'est aussi simple que ça, ne comprennent plus ce qu'on écrit. Et donc, il faut en tenir compte. Faut s'interroger. Il faut se demander pourquoi. Je pense qu'ils ne comprennent plus nos structures de phrases, qu'ils ne comprennent plus beaucoup de mots qu'on emploie, ne comprennent plus beaucoup de références. Or, au XIVe siècle, fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, on a eu la même situation. C'est-à-dire le langage des élites, qui était ce vieux français encore très latinisé, etc. Bon, il y avait une élite qui le parlait, c'était enseigné dans les couvents, mais la population ne comprenait plus rien, ne le parlait pas, elle ne comprenait pas. Et à un certain moment, il y a eu une révolution qui est celle de la Pléiade, Ronsard, Du Bellay, etc. Ils ont inventé un nouveau langage qui a permis à la littérature d'élargir son espace de diffusion. Et un siècle après, Malesherbes a fait pareil, parce que de nouveau, les gens ne comprenaient plus ce langage. Et de la même façon que Victor Hugo a cassé le vers classique que personne ne lisait plus à la fin du XVIIIe. Eh bien, il faut une révolution de ce type, y compris dans la presse. Ça ne veut pas dire abaisser le langage. La Pléiade n'a pas abaissé, Malesherbes n'a pas abaissé, Victor Hugo n'a pas abaissé. Ça veut dire qu'il faut voir qu'il y a un moment où, pour la même raison que je vous dis, il faut une alternative de société, il y a un moment où il faut une alternative de langage. Parce que c'est comme ça, parce que la mutation technologique, Internet, les SMS, tout ça, fait qu'il y a un type d'écriture que les gens ne comprennent plus. Voilà. C'est une des raisons, Pourtant, vous dites que les journalistes, on peut être journaliste sans avoir de qualité particulière. Vous l'écrivez dans votre dernier livre. Oui, à l'article journalisme. Et que les mêmes analystes qui n'ont pas su voir la crise restent finalement à leur poste. Donc comment vous pouvez l'expliquer? Ça, c'est deux choses différentes. C'est que, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en France, d'abord, on est assez allergique à l'autocritique et à la reconnaissance de ses erreurs. Je vois, par exemple, par rapport à la guerre d'Irak, dans le monde anglo-saxon, beaucoup de gens qui ont soutenu la guerre d'Irak ont fini par dire je me suis trompé, voilà, pourquoi, etc. Bon. En France, à part Pascal Bruckner, je crois, a reconnu qu'il s'était trompé, mais c'est le seul. Moi, je vois quand André Glucksmann, le grand philosophe André Glucksmann, est invité sur les... D'abord, il ne s'est jamais reconnu s'être trompé, et quand il est invité sur les plateaux de télévision, on ne lui dit même pas, mais enfin, monsieur, vous avez été à l'avant-garde du mouvement qui favorable à la guerre d'Irak, etc. On ne lui pose même pas la question, ça n'a aucune importance. C'est même pas tellement que les gens ne font pas leur autocritique, c'est que le fait d'avoir eu raison ou tort n'est même pas pris en considération. On est dans un système tellement d'apparence que ça n'a aucune importance. Vous êtes trompé, aucune importance. La vérité n'intéresse donc personne? Hein? La vérité. Si, ça intéresse sans doute le public, et c'est pour ça d'ailleurs que la presse paye, mais disons, le système médiatique n'y attache pas d'importance. Ni importance ni au fait d'avoir eu raison, c'est-à-dire vous n'en êtes pas reconnaissant, d'ailleurs on ne vous le dit jamais, ni le fait d'avoir eu tort. Regardez, attendez, excusez-moi, je vous dis ça ici exprès, parce que je sais qu'à une époque, vous avez dû, beaucoup d'entre vous l'admirer, enfin, rarement on s'est systématiquement trompé qu'Alain Minc. Bon, est-ce qu'Alain Minc n'a jamais, d'abord, il n'a jamais reconnu s'être trompé, mais surtout, ça ne l'empêche pas qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on invite Alain Minc, on dit « Monsieur Alain Minc, dites-nous ». Le mec, il a dit qu'il n'y aurait pas de crise, il a dit que c'était purement artificiel, il a dit, il a eu faux sur tout, mais on lui dit « Monsieur Alain Minc, vous le grand gourou, dites-nous qu'est-ce qui va se passer ». Donc on s'en fout qu'on ait eu raison ou tort. Donc voilà, ça c'est vrai. D'ailleurs, les politiques l'écoutent toujours beaucoup. Hein? Les politiques l'écoutent toujours beaucoup, Alain Minc. Là, il est conseiller du président. Mais demain, il sera peut-être conseiller de la gauche, vous savez, c'est pas... Et quant à le fait... Alors, l'autre chose n'a rien à voir avec ça, c'est qu'en effet, on ne peut pas être architecte si on ne sait pas construire de maisons. On fait des études pour ça. On ne peut pas être médecin si on n'a pas quelques idées sur les maladies, la hiérarchie des maladies, l'origine des maladies et qu'est-ce qu'il y a dans notre... sur la disposition de notre tripaille. Etc., etc. Alors qu'on peut être journaliste en ne sachant rien. On peut être journaliste en étant agrégé d'histoire, de géo, de philosophie, etc. C'est ça le paradoxe.
Mais aussi, on peut être journaliste en ne sachant rien. Donc c'est un vrai problème. Parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas la sélection, si vous voulez, qui dans certains domaines, c'est le marché. Mais là, c'est pas le marché. Un type qui fait plaisir à son rédacteur en chef, il sera sélectionné plus facilement que le type dont les articles plaisent à la clientèle. Hein. Franchement. Donc c'est pas le marché, c'est pas les examens, c'est pas la connaissance, c'est pas etc. Donc voilà. Donc ça crée une situation où vous pouvez avoir le meilleur et le pire. Mais Marianne, finalement, dans Marianne, vous avez une certaine liberté de parole. Peut-on dire vraiment que la presse soit complaisante? Alors, dans Marianne, on avait une grande liberté. Ils ont toujours une grande liberté de parole pour. Je dirais pas que c'était le seul journal qui avait une liberté de parole, mais on avait une grande liberté de parole pour pour deux raisons exceptionnelles. Et on est quasiment les seuls dans cette situation, dans la presse d'actualité. On était les seuls dans cette actualité avec le Canard enchaîné. C'est que, après 4 ans d'existence, le journal a gagné de l'argent, et il en gagne, et encore aujourd'hui il en gagne. Est-ce qu'il en gagnera encore longtemps? Franchement, je ne peux pas l'affirmer. Mais pour l'instant, il en gagne, et il est quasiment le seul, dans les grands journaux politiques, à gagner de l'argent. Et 2, il en a gagné sans pub, quasiment sans pub. Alors là, oui, vous avez réellement les conditions de la totale indépendance. Après, vous pouvez vous en servir mal. Il ne suffit pas d'être indépendant, il faut encore bien s'en servir. Mais il y avait les conditions de la totale indépendance. Mais les autres journaux, il faut se mettre à leur place aussi. Soit ils vivent complètement de la pub, c'est un problème. Soit ils sont tellement déficitaires qu'ils ne vont pas se mettre en situation de se mettre les banques à dos, les CA à dos, le pouvoir à dos, etc. Donc c'est un vrai problème. Ils font leur possible, hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont aux ordres. Mais il faut quand même qu'ils fassent attention. Vous considérez donc que Le Monde ou Libération ne sont pas indépendants? Je ne citerai pas non, Figaro non. parce que c'est un journal de droite. J'ai pas dit ça. Le Monde est un journal tout à fait indépendant. Et le Monde est un journal qui n'est pas complaisant vis-à-vis du pouvoir. Il est évident qu'il fut un temps où, par rapport à des événements donnés, j'en ai évoqué quelques-uns au début, Le Monde aurait été beaucoup plus agressif ou critique. Dans l'état où le monde est, il a vraiment besoin d'aide. Et d'ailleurs, c'est normal, et je souhaite qu'on l'aide. Ça ne le met pas, en effet, en situation d'avoir, vous voyez, l'acharnement qu'il pu avoir à une autre époque. Pendant la campagne, il n'a tout de même pas été très tendre avec Nicolas Sarkozy. Je parle de la présidentielle, certes. Et par rapport à vous, vous n'avez pas peur d'être taxé parfois de sarkozysme primaire? Si, Anti-sarkozysme. Anti-sarkozysme primaire, et justement d'être finalement contre-productif par rapport au public que vous visez. C'est-à-dire que les gens finissent par se détourner de ce que vous dites. J'ai l'habitude, puisque j'ai déjà été traité d'anticommuniste primaire. Or, le fait d'être traité d'anticommuniste primaire ne m'a pas empêché de dire ce que j'avais à dire et sur l'Union soviétique et sur le Parti communiste. Donc le fait d'être primaire m'est totalement différent. J'ajoute une chose, c'est que de toute façon, quoi que je dise, je vais vous donner des exemples. J'ai été quasiment le seul au début, après, à soutenir le grand emprunt. Très bien, j'étais quand même un anti-sarkozyste primaire. J'ai soutenu contre la majorité de la presse la logique, je vous ai dit, des déficits qui n'égalent pas un déficit. J'étais quand même un anti-sarkozyste primaire. J'ai soutenu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la suppression des séries de retraite particulières pour les cheminots, etc. au nom de l'équité. J'étais quand même un... C'est-à-dire que vous pouvez les soutenir à 60%, de toute façon, pour les 40%, vous ne les soutiendrez pas, ils vous traiteront d'anti-sarkozystes primaires. Alors, et je vous signale que même leur propre ministre, Ramayad, qui est ministre, il suffit que tout à coup elle élève la voix et c'est tout juste si on ne la traite pas d'anti-sarkozysme primaire. De toute façon, ils n'acceptent aucune remise en cause, aucune critique, etc. Donc pourquoi on s'en fout d'être primaire ou secondaire? Concernant votre livre, donc Dernière salve, que voici, on a trouvé, Basile et moi, un ensemble assez disparate. C'est-à-dire qu'il y a des blagues, mais en même temps des articles très intéressants, économiques, vous avez une vision historique, voire philosophique, puisque vous parlez même de Kant, d'Hegel. Justement, vous n'avez pas peur de diluer le propos dans ce qu'on peut considérer comme des blagues? Non, c'est exactement ça que j'ai voulu faire. Quelquefois, on me demande, parce que le premier dictionnaire que j'avais fait comme ça s'appelait Dictionnaire incorrect. Et au fond, on me demande en quoi il est incorrect. J'avoue franchement que le titre incorrect, c'est un peu aussi un élément commercial. Parce que je ne sais pas très bien s'il fallait que je définisse ce qui est incorrect, j'aurais du mal. Et puis en plus, je serais le premier à dire des choses pour le plaisir que ça soit incorrect, ça serait scandaleux. S'enfermer dans une incorrection, ça serait ridicule. Donc vous voyez, bon. Mais en quoi c'est incorrect? C'était pas forcément incorrect.
c'est incorrect de deux façons. D'abord, évidemment, dans ce dictionnaire, c'est des mots. Il y a des mots, comme un dictionnaire, comme une encyclopédie. Si sur un mot, sur un concept, je n'ai rien d'autre à dire que ce que tout le monde sait, tout ce que tout le monde dit, je veux dire, je ne vois pas pourquoi on m'attend, je ne vois pas pourquoi je vais répéter. Donc, je n'interviens que si quelque chose de différent à dire. Et de remettre en cause un lieu commun, une idée toute faite, etc. Je vous donne un exemple, pas dans ce dictionnaire-là, mais dans le dictionnaire incorrect. Je parlais d'un opéra de Mozart qui s'appelle La Clémence de Titus. Bon. C'est un opéra de Mozart qu'il a écrit à la fin de sa vie, en plus. Bon. C'est un opéra extraordinairement chiant. Je veux dire que si vous voulez vous emmerder en écoutant de la musique, écoutez ça. Bon. Et absolument archaïque, en plus. Bon. Or, vous n'avez pas le droit de le dire, c'est Mozart. Mozart ne peut pas être chiant. C'est Mozart, vous imaginez. Et comme c'est chiant, il y a plein d'intellectuels qui vous disent c'est ce qu'il a fait de mieux, forcément, puisque c'est chiant, donc c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, bon, et j'ai dit, attendez, arrêtez. Voilà, c'est chiant et c'est complètement archaïque. Je le dis parce que personne ne le dit. Mais je pense aussi que Don Juan est des plus beaux opéras qu'on ait jamais, bel opéra qu'on ait jamais écrit. Mais on ne m'attend pas pour le dire. Tout le monde le sait, je le pense comme tout le monde, à 70% je pense comme tout le monde, et je n'ai pas raison de... Donc c'est, si vous voulez, incorrect en ce sens. Et là, par exemple, je parle beaucoup d'histoire, où je remets en cause des mythes historiques qu'il faut un peu ébranler, ou des idées philosophiques qu'il faut ébranler. Mais c'est incorrect surtout pour ce que vous dites. C'est-à-dire que, en effet, en France, je pense qu'on ne peut pas faire plus qu'incorrect que de mélanger les genres. C'est-à-dire de dire, vous êtes où? Dans quelle case? Quelle étiquette? Et de dire, écoutez, je vais faire un livre où, en effet, il y aura des choses que j'ai envie de dire sur Hegel et l'hégélianisme et une mauvaise lecture qu'on fait de Hegel ou de Kant ou du kantisme. Il y aura des choses sur l'économie, sur la finance, sur l'histoire, etc. Mais il y aura aussi des blagues, il y aura aussi des bonnes blagues et des mauvaises blagues, et des jeux de mots, et des jeux de mots d'almanach Vermeaux, et des blagues de garçons de bain, et voilà. Et parce que ça, c'est la vie, parce que la vie, elle est comme ça, parce que la vie, c'est fait de choses sérieuses, de rigolades, de rires, de pleurs, de larmes, de tout ça. Et donc, j'ai voulu casser complètement toutes les frontières, tous les cloisonnements, en allant, comme vous le dites, depuis la plus mauvaise blague volontairement, c'est toujours celle qui fait le plus rire, alors en plus profitons-en. Par exemple, Olivier Et donc la Besançon. plus mauvaise blague aux choses les plus sérieuses et peut-être même quelquefois les plus difficiles sur de la philosophie ou l'économie. C'est ce qu'il y a de profondément incorrect dans ce dictionnaire. Si ça vous intéresse, il pourra faire une dédicace à la fin de la conférence. Donc, nous allons maintenant passer aux questions du public. Juste une dernière question. Est-ce que vous pensez que Sarkozy est battable en 2012 et est-ce que vous pensez que François Bayrou a une chance de le battre? Je crois que Sarkozy, si Sarkozy n'était pas battable en 2012, ça veut dire qu'on ne serait plus en démocratie, je vous signale. Je peux vous dire que Ben Ali n'est pas battable en Tunisie, par exemple. Donc Sarkozy est battable. Maintenant, même si les sondages le mettent très bas, ou le mettent même plus bas qu'il l'est, enfin pour bas, il ne faut pas oublier que Sarkozy a un allié formidable. Non, il a deux alliés. D'abord, son talent de communicateur. Il a un vrai talent de communicateur. Il y a une chose qu'il sait très bien faire, c'est les campagnes électorales en particulier. Et donc, déjà, il faut prendre ça en considération. Et l'autre, c'est qu'il a un allié considérable. Il a un énorme allié, Sarkozy. Le PS. C'est la gauche. Et en particulier le PS. Quand on a un allié comme le PS, on peut quand même gagner une élection. Même si on déçoit. D'ailleurs, on ne retient que du rassemblement de Payon de l'arrivée de Royal, par exemple. Comment? On ne retient finalement que des coups bas que se lancent les Parce que, les grands ténors. C'est la faute des médias et j'ai assisté... C'est la faute de la gauche aussi. Hein? C'est la faute de la gauche aussi, des médias. Non, j'ai dit la gauche, je vous l'ai dit, je viens de vous le dire, c'est horrible, mais ce que je veux dire, c'est la faute des médias aussi, qu'on ne retienne que ça. Depuis 6 mois, j'ai assisté à des débats intéressants, profonds, avec des gens qui disaient des choses fortes, qui s'écoutaient, qui échangeaient des expériences, etc. Jamais j'ai vu une seule ligne dans les médias pour en rendre compte. On ne parle que du leader, la petite phrase du leader, la bagarre entre celui-là et celui-là. Regardez, il y a eu une réunion il y a 4 jours, où ils ont parlé du réchauffement climatique et de Copenhague. Bon, moi, je n'y étais pas. Ils ont parlé pendant 8 heures. Ils ont dû se dire des choses. M'intéresserait de savoir ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas une ligne dans la presse. On ne parle que du fait que Bayrou a serré la paluche de Cohn-Bendit. Je m'en fous, moi, qu'ils se sont serré la paluche. Bon, je veux bien qu'on mette 10 lignes.
Mais le reste, j'ai envie de savoir ce qu'ils se sont dit. Ah ben non, on ne garde que le fait qu'ils soient serrés à paluche. Bon, c'est terrible. Là, les médias ont une responsabilité terrible. En ce qui concerne Bayrou, aujourd'hui, j'ai 2 certitudes. La première, c'est que s'il était opposé à Sarkozy au 2e tour, il gagnerait. Et la deuxième, c'est qu'il ne sera pas opposé à Sarkozy au 2e tour. Donc nous allons maintenant laisser la parole au public. Donc si quelqu'un a une question, un micro va tourner. De formation, banquier de profession, je tiens à vous remercier de votre aimable dialogue avec nous tous et de votre jugement et de votre intelligence que vous portez sur l'ensemble de la société. Mon Dieu, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais simplement, compte tenu Une question, ça ira. de la crise économique et financière mondiale et compte tenu de l'explosion de dettes d'État et notamment la dette de nos amis américains, dont la dette a augmenté 40% depuis la crise économique, c'est énorme. Est-ce que vous croyez à un nouveau crash économico-financier sous l'impulsion justement des dettes et l'augmentation du chômage et d'autres redevances que chaque État est redevable de gérer et de coordonner son pays? En vous remerciant vivement de votre aimable réponse. Eh bien, mon impression, je pense que le premier stade de la crise financière, le premier stade est terminé. Bien, malgré ce que dit Strauss-Kahn, qui a encore beaucoup d'actifs pourris dans les banques, et qu'on va aller peu à peu vers une reprise économique. Mais en revanche, je pense qu'à l'horizon, il y a une situation, et vous le savez tous d'ailleurs, bien plus inquiétante encore que pouvait être la situation à la veille de la faillite de la Lehman Brothers. On est un peu déboussolé parce que ça ne s'est jamais passé, ce qui est en train de se passer. Vous avez eu, en fait, la crise qu'on vient de subir, elle était aussi forte, sinon plus forte que la crise de 29. Mais il y avait eu la crise de 29. Et donc la leçon de la crise de 29 fait qu'on a réagi très vite et qu'on a réagi par une intervention de l'État telle qu'il a fallu attendre, je dirais même pas 3 ans, c'est-à-dire l'élection de Roosevelt aux États-Unis, parce qu'en fait, vous le savez sans doute, la Cour suprême avait recalé le New Deal, et donc il a fallu que Roosevelt soit réélu, et donc ce n'est qu'en vérité, en 1936, qu'il a pu réellement mettre en application ce qu'on appelle aujourd'hui New Deal. Très bien. Là, c'est tout de suite bon. Mais, et donc ça a permis d'éviter la méga catastrophe. Mais on a injecté dans l'économie, en Europe et aux États-Unis, des liquidités comme on ne pouvait même pas, dans les pires cauchemars, jamais imaginer qu'on en injecterait. C'est-à-dire, c'est plus que ce qu'a coûté le New Deal, les dépenses de la guerre aux États-Unis et le plan Marshall. Or, cette marée de liquidité, cette raz-de-marée de liquidité, qui lui-même, dans une économie qui reste spéculative, produit sa propre spéculation. C'est-à-dire, vous avez des excès spéculatifs qui ont créé la crise. Pour combattre la crise, il faut injecter d'énormes liquidités, et ces énormes liquidités tombant dans un système spéculatif génèrent elles-mêmes leur propre spéculation. Ce qui fait que, regardez ce qui se passe, vous avez une bulle des actions. En France, c'est moins net, parce que je pense que le rapport entre la valorisation des actions et les chiffres et les bénéfices doit être de 1 à 9. C'est pas mal, mais c'est bon. Mais est-ce que vous savez que sur la bourse de Shanghai, c'est de 1 à 60. Sur la bourse de Taïwan, c'est de 1 à 70. De 1 à 150, de 1 à 170. La valorisation est de 1 à 70 par rapport à la valeur réelle des actions. Donc, une énorme bulle des actions. Déjà, très bien. Or, on sait très bien en économie que d'habitude, quand vous avez une bulle des actions, ça se fait au dépend des obligations. Et or, à côté, il y a une bulle obligataire, absolument énorme, y compris de bons du Trésor. Et vous avez quelque chose qu'on n'a jamais lu dans les livres d'économie, et pour cause, c'est que vous avez une aggravation absolument inouïe des déficits,
mais qui, en revanche, ne font pas baisser la valorisation des obligations américaines et des bons du Trésor américain. Et en même temps, vous avez une augmentation du prix des matières premières. Et en même temps, vous avez une augmentation du prix du pétrole. Et en même temps, vous avez une augmentation du prix de l'or et des diamants, etc. Et d'après ce que j'ai vu des dernières ventes d'art, vous avez également une revalorisation des prix des objets d'art et des tableaux. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça. Autrement dit, cette masse incroyable, inouïe de liquidités qui elles-mêmes ont généré leur propre spéculation, fait que pour la première fois, vous avez une espèce, comment dirais-je, de train de bulles, vous avez une série de bulles, mais qui sont déjà énormes et considérables. Et nous sommes en effet confrontés, demain, après-demain, je ne sais pas, à la possibilité, non pas d'éclatement d'une ou deux bulles, mais des éclatements en chaîne d'un certain nombre de bulles. Donc évidemment, on est devant ce problème. Plus le fait, plus mécanique, disons, que si les déficits américains, parce que les déficits américains, nous on compte les déficits des collectivités locales et des services Excusez-moi, sociaux. est-ce qu'on pourrait faire un peu plus court parce que, enfin, il y a d'autres questions peut-être pour le public. Il peut y avoir la part d'Obama, une tendance à dire plutôt que de casser la croissance, plutôt que de faire des coupes claires dans mes plans sociaux et de rester dans l'histoire comme un type qui a trahi ses engagements, je préfère faire en sorte que ce qui valait 100 ne valent plus 60, 40, pour rembourser moins. Mais dans ce cas-là, ceux qui avaient 100 n'auront plus que 40. Et donc vous avez une baisse de richesse, dépérissement de richesse, qui naturellement peut relancer une crise. D'autres questions ? Vous parlez d'alternatives et des systèmes qui placent l'argent ou l'État au centre. Or, la social-démocratie présentait cette alternative, mais on voit qu'elle était un peu battue, ne serait-ce que les dernières élections allemandes, ou alors avant par Schröder ou Jospin qui refusaient ce compromis social-démocrate. Donc, en fait, en quoi votre alternative humaniste diverge de la social-démocratie qu'on a connue ? Parce que la Attendez, social-démocratie... on va prendre peut-être plusieurs questions, si d'autres... Oui, je voulais savoir aussi si cette social-démocratie, enfin cet humanisme moderne peut être européen, voire internationaliste, ou est-ce qu'il est seulement français et est-ce qu'il est réalisable s'il est uniquement français ? Là, C'est à vous. la social-démocratie, il faut bien s'entendre, il s'agit de la social-démocratie telle qu'elle fonctionne depuis 20 ans. Or, la social-démocratie, c'est cela qu'elle paye aujourd'hui très cher. C'est peu à peu, par réalisme, aussi rallié, non pas au libéralisme, mais au néolibéralisme. En fait, la social-démocratie a laissé passer une formidable occasion. La social-démocratie aurait pu être, lorsqu'on a vu l'ampleur que prenait la dérive néolibérale, elle aurait pu se poser en défenseur de ce qu'il y a de plus progressiste dans le libéralisme réel. Autrement dit, elle aurait pu, contre les dérives néolibérales, défendre réellement la pluralité, la concurrence, une économie productive et non financière, etc. Elle a été emportée au nom de la modernité par la dérive néolibérale, et au lieu, au contraire, de profiter de cette situation et d'intégrer à son message social ce qu'il y a de mieux dans le libéralisme, elle s'est laissée déporter vers une acceptation du néolibéralisme. Elle le paye au centuple, et aujourd'hui elle est dans une situation terrible. Il faut qu'elle se refasse, qu'elle se réimagine, qu'elle se recrée complètement. Ça ne peut pas venir de là. Et c'est pour ça que ça ne peut venir que de la convergence de forces qui dit, allez, on fait table rase, on met tout sur la table et on invente quelque chose de neuf. Ça ne peut plus être la social-démocratie telle qu'elle est. Naturellement, cette réflexion doit être mondiale et européenne, mais comme il n'y a pas d'exemple qu'une initiative ou une décision, au vrai sens du terme, je dis bien par un mot lancé en l'air, une décision, initiative, puisse être pris au même moment au niveau mondial. C'est impossible, ça ne s'est jamais fait. Ceux qui vous disent on peut faire quelque chose qu'à condition qu'on le fasse mondialement, disent en vérité qu'on ne peut rien faire. C'est une autre façon de dire qu'on ne peut rien faire. Parce que ça n'arrivera jamais. Et d'ailleurs, et donc il faut que quelqu'un ou que des gens commencent. Il y a toujours un commencement. Quand la France a fait la révolution de 1830,
l'Europe vivait sous le joug de la Sainte Alliance. Il faut voir ce que c'était que la Sainte Alliance. C'était l'ensemble des pays européens qui étaient pris dans un système absolument presque totalitaire. On devait tous penser pareil, agir pareil, aller dans le même sens. Quand l'Espagne a voulu bouger, on est intervenu en Espagne. Normalement, c'était impossible. Impossible. La France a pris l'initiative, comme l'Amérique en avait pris quand elle a fait sa révolution, et c'est cette initiative qui a déclenché le succès du libéralisme et l'ébranlement de la Sainte Alliance. Il y a un moment où il faut qu'on commence. Je voudrais simplement dire un petit truc à ce propos pour vous comprendre. Alors, ça peut être d'ailleurs un pays, ça peut être un continent, mais ça peut être une communauté, je ne sais pas. Il faut des commencements. C'est absurde cette idée. C'est tout le monde ou rien. Ceux qui disent c'est tout le monde ou rien, c'est qu'ils veulent rien. Quand une femme qui s'appelait Rosa Parks, je crois que c'était en Arkansas, dans les années 60, qui était, je crois, une femme de ménage, me semble-t-il, qui était membre d'aucun syndicat, d'aucun parti, etc., s'est assis dans un autobus et s'est assis à la place réservée aux Blancs. Et quand on lui a dit, madame, il faut vous lever, elle a dit non, il n'en est pas question. Pourquoi? En effet, au regard de Dieu, on est tous égaux. Personne n'avait osé dire non. Et ça a fait une histoire absolument terrible. Et cette initiative personnelle, eh bien finalement, peut-être qu'en disant non, je ne m'assois pas à la place réservée, peut-être que c'est pour ça que Obama, un noir, a été élu président des États-Unis, etc. Ça veut dire que tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire, là où il est, là où il travaille, dans son bureau, dans son atelier, dans sa classe, etc. Tout le monde prend des initiatives. Tout le monde peut créer, tout le monde peut imaginer, tout le monde peut dire un grand oui ou un grand non. Et c'est de cette convergence, si vous voulez, de ces initiatives, à mon avis, que des changements formidables peuvent jaillir. Nous allons prendre 2 autres questions. Oui. Excusez-moi de changer un tout petit peu le sujet. Vous parlez d'une société anthropocentrique et vous parlez aussi des médias qui ne parlent pas des vrais sujets, en donnant l'exemple de Bayrou qui serre la main de Cohn-Bendit, et cela exclut le débat qu'il y a eu derrière. Les médias n'ont pas fait beaucoup écho du débat de fond sur les états généraux de la bioéthique. Et donc, quid de ce silence sur la bioéthique, et quel est votre avis sur ce qui va passer au Parlement? Une autre question? Pour la bioéthique, je n'étais pas conscient. Vous avez sans doute raison, je n'étais pas conscient. D'autant plus, j'en suis d'autant moins conscient que... Alors ça dépend quand, parce que quand il y a eu la loi, c'était il y a quelques années, bioéthique, là il y a eu une vraie discussion. Il y a eu des commissions, je sais mon frère en particulier y a beaucoup participé, et il m'a dit que c'était peut-être très intéressant. Bon. Mais maintenant, si ce que vous dites est vrai, ça ne fait que conforter ce que j'essaye de dire sur le fait qu'en effet, les mêmes qui vous disent on ne parle pas des vrais sujets, il n'y a pas de proposition, en vérité, quand on parle des vrais sujets et qu'il y a des propositions, ça n'intéresse pas. Pour ce qui est de la réforme territoriale, ça illustre un peu ce que je vous disais au début. Il y a ce qui découle d'un débat démocratique pour ou contre ce projet de réforme territoriale. C'est un débat démocratique, c'est pas scandaleux de vouloir réformer notre structure administrative, notre structure territoriale. Je trouve ça un peu compliqué, un peu usine à gaz. Je pense que si on veut supprimer une tranche de millefeuille, on supprime une tranche de millefeuille. Cette façon de... Et en plus, j'ai peur qu'en faisant en sorte que finalement les conseillers régionaux, en vérité, soient des délégués cantonaux, maintenant, puisqu'ils seront élus au scrutin majoritaire dans les cantons, même si c'est des plus grands cantons, pour le coup, ils auront un esprit cantonal. Et s'ils ont un esprit cantonal, dans ce canton, ils n'auront plus ce dont on a besoin, c'est un vrai esprit régional. Si on veut créer une région, il faut qu'il y ait un sentiment régional. Et si en vérité c'est une accumulation de sentiments cantonaux, j'ai peur que ça soit une régression, vous posiez une question, vers une recentralisation. Mais bon, c'est un sujet de discussion. En revanche, ce qui devrait faire l'unanimité des républicains et des démocrates, c'est quand même l'idée qu'on élirait désormais les élus, donc qui seraient cantonaux et régionaux, hein, c'est les mêmes, qu'on les élirait à un scrutin majoritaire à un tour. Ça, c'est inacceptable. Pourquoi c'est inacceptable? Pour 2 raisons. La première, c'est le résultat, c'est que ça veut dire que, ça jouerait d'ailleurs en faveur de la gauche ou de la droite, mais là, ça veut dire que si l'UMP fait 26% des voix,
si l'opposition fait 60%, mais que l'opposition est divisée, mais c'est pas qu'elle est divisée, c'est comment dirais-je, c'est l'histoire de France qui veut ça. Il y a une extrême gauche, il y a une gauche, il y a un centre gauche, il y a des écologistes, il y a des centristes, bon, c'est comme ça. Et donc, une droite unie à 26%, même s'ils ne pensent pas la même chose sur rien, mais ils s'unissent. Une UMP à 26%, 60% d'opposition mais divisée, l'UMP à 26% peut prendre le pouvoir dans toutes les régions et tous les départements. Est-ce que ça sera encore la démocratie? Très sincèrement, à ce moment-là, est-ce qu'on pourra parler encore de démocratie et de république? Alors, devant ce fait, quelle est la réponse? La réponse c'est, ah ben ils ont qu'à s'organiser, les gens d'opposition, et présenter un seul candidat. Or, c'est un vrai problème. D'abord, parce que, est-ce que c'est vraiment très moral qu'un candidat soit candidat unique des trotskistes, des écologistes, des communistes, des socialistes, des sociodémocrates et du MODEM? Moi, je veux bien, mais c'est une conception très étrange comment dirais-je, de la cohérence idéologique. Mais pour une autre raison, c'est qu'on nous fait un débat sur l'identité nationale. Attendez, l'identité nationale, tout le monde est d'accord, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est une sorte de produit de l'histoire d'un pays. Et il se trouve que le génie d'un pays s'exprime dans sa façon, au bout de siècles et de siècles, d'être organisé politiquement. Il se trouve que l'Amérique s'est créée dans le bipartisme. Il se trouve que l'Angleterre s'est créée dans un bipartisme tempéré par l'existence d'un parti libéral, etc., etc. Nous, notre génie propre, notre spécificité propre, c'est traduit dans une certaine diversité, qui est les Girondins, les Montagnards, les Bonapartistes, les Légitimistes, les Orly, etc. Et les mêmes qui vous disent l'identité nationale, fruit de notre histoire et notre spécificité est importante, vous disent soyez anglais. C'est quand même paradoxal. Ils vous disent si vous n'êtes pas content, on n'est qu'à être anglais. C'est ridicule. Donc ça, vraiment, c'est très grave, très très grave, si on impose à ces élections territoriales un scrutin majoritaire à un tour. Nous allons prendre une dernière volée de questions. Bonsoir, monsieur Jean-François Kahn. Ma question est la suivante. Tous les Français ont vécu la crise. Comment expliquez-vous le fait qu'il n'y ait pas de révolte, que les Français ne se révoltent pas plus, et donc l'énorme encore popularité du président de la République? Alors, une autre question. Et ce sera la seule alors. D'abord, il y a eu des révoltes, il n'y a pas qu'en France, il y a eu des révoltes pratiquement nulle part. Sauf, à ma connaissance, dans 3 pays, en Islande, mais la situation était quand même gratinée. Là, c'était un pays totalement failli. Bon, en Islande, un peu en Irlande, et ils ont changé de gouvernement, et autant que je me souvienne, en Lituanie. Donc il y a eu 3 pays où il y a eu en effet des mouvements populaires qui ont choisi le gouvernement, parce que là, la situation était 1000 fois plus catastrophique. Mais dans l'ensemble, dans le reste du monde, ça n'a pas provoqué de révolte, parce que je crois que l'idée est passée, et d'ailleurs elle n'est pas fausse. Moi-même, je ne dis pas Nicolas Sarkozy est responsable de l'augmentation du chômage et du creusement des déficits. Je ne dis pas ça. Il y a une crise mondiale, on souffre de cette crise mondiale, et je pense qu'au fond, même ceux qui font semblant de dire que c'est le gouvernement qui est responsable, au fond d'eux-mêmes, ils savent bien qu'il y a une crise et que le gouvernement n'est pas uniquement responsable. Mais ce que vous dites sur l'énorme popularité, vous allez gérer peut-être un peu sur l'énorme popularité. En revanche, sur un point, vous avez raison. Je crois qu'il y a quelque chose de très particulier dans la structure de la popularité ou de la non-popularité de Sarkozy. Il y a 3 éléments. Premier élément, si on en croit les sondages ou même l'élection européenne d'ailleurs, c'est un paradoxe, jamais sous la Ve République la droite a été à un si bas niveau. C'est-à-dire c'est de l'ordre de 40%, 41%, jamais la droite était à 41%, était à 50, 51, 48, donc jamais la droite a été à 40, 41%. Ça, je crois qu'on n'est pas conscient de cela.
vraiment démesuré. C'est terrible. Il faut remonter à l'anti-gaullisme de l'OAS ou à l'anti-giscardisme de la fin pour trouver une radicalité dans l'opposition, et elle est très massive. Mais en même temps, un socle dur très important. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que compte tenu de tout ce qui s'est passé, compte tenu de la crise, compte tenu du chômage, compte tenu du déficit, mais compte tenu de tout, de l'histoire Jean Sarkozy, des couacs, des machins, de la monarchisation, de tout ce que vous voulez, 36, 37, 38% favorables, dur, c'est un socle extrêmement fort et extrêmement dur. Et quand je parle avec les gens dont je peux ranger comme partie prenante de ce socle, si vous voulez, c'est lui au moins il fait les choses. Voilà. C'est pas je suis d'accord avec ce qu'il fait, c'est lui au moins il fait. C'est voilà, c'est un chef, il dirige, il est là, il agit. Voilà. Sur ce thème-là, son socle, en effet, reste, le socle dur reste extrêmement fort. Nous vous remercions. Nous allons maintenant clore le débat. Le prochain débat DDD sera le 2 décembre à 17h15 avec Madame Artaud.